Les amis, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous donner mon avis, rentrer un petit peu dans le détail, décortiquer ce troisième arc d'Andor saison 2 avec les épisodes 7, 8 et 9. Vous vous en doutez, j'ai énormément de choses à vous dire et surtout si jamais vous avez vu ma vidéo réaction, vous avez pu constater que ça ne m'a pas laissé insensible ces 3 épisodes. Donc vous savez comment ça marche. Je vais d'abord vous donner mes points positifs. On va rentrer un petit peu dans le détail. On parlera rapidement des points négatifs, on va pas se mentir. Ensuite, je synthétise tout ça et je vous donne mon avis. Et on finit avec une note sur la fameuse échelle du Jar Jar. N'oubliez pas, si jamais vous découvrez la chaîne ou que vous aimez ce que je fais et que vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les amis, ça me donne beaucoup de force, beaucoup de soutien et puis ça, comme ça on forme une belle communauté qui discute ensemble dans les commentaires. C'est un petit peu l'objet de la chaîne et on débat ensemble à chaque fois de tous les épisodes et de tout ce qu'on a vu et ce qu'on a pu remarquer. Et si vous appréciez la vidéo ou que vous souhaitez tout simplement me donner un petit coup de main, n'oubliez pas, likez la vidéo, ça m'aide à la diffuser un petit peu plus largement. Je vous remercie d'avance et on perd pas plus de temps les amis, on part pour mon avis sur les épisodes 7, 8 et 9 d'Andor saison 2. On démarre ces points positifs avec selon moi l'événement sûrement le plus important de cette série, sans même avoir besoin de voir le final, c'est l'entrée de Cassian Andor dans la grande histoire de Star Wars. Celle qui aura des conséquences pour le coup infiniment bénéfiques à la galaxie, avec l'exfiltration du Sénat impérial et de Coruscant de Mon Mothma, lui permettant plus tard de créer l'Alliance rebelle et donc à terme de vaincre l'Empire. On l'avait bien entendu vu participer au vol des plans de l'Étoile de la Mort dans Rogue One, qui était un événement crucial également, mais il était un peu dans l'ombre de Jyn Erso et pouvait être considéré comme un personnage légèrement secondaire. C'est magnifique de le voir évoluer et prendre une très grande importance dans notre univers, en étant le sauveur de peut-être la personne la plus précieuse de l'histoire à ce moment précis. Avec bébé Luke et bébé Leia quand même, faut pas exagérer non plus. Mais le voir se charger de la protection de Mon Mothma dans cette scène de fuite du Sénat impérial magnifié par un décor absolument somptueux, je sais pas pour vous, mais pour moi et je pense pour beaucoup de fans, c'était un pur régal à regarder. La dramaturgie qui est faite en plus autour de cette exfiltration est encore une fois à couper le souffle, avec l'incertitude de Mon Mothma quant à qui faire confiance et donc le doute qu'on aura sur sa coopération avec Cassian. L'équipe de Bail Organa infiltrée par un agent du BSI qui sera à 2 doigts de les arrêter, le Sénat impérial se remplissant de Stormtroopers à leur recherche, et enfin le chauffeur de Mon Mothma, traître depuis le départ, qui cherchera également à empêcher sa fuite et qui, on ne va pas se mentir, a eu ce qu'il méritait, pour notre plus belle joie mauvaise. C'est clair qu'ils savent mettre énormément de tension dans toutes ces scènes, on l'a vu depuis la première saison et cet arc va en être un petit peu l'illustration parfaite. On aura l'occasion d'en reparler. J'ai aimé ce dernier échange simple et concis entre Mon Mothma et Cassian, où elle lui demande comment elle peut le remercier, et lui demandant juste qu'elle fasse en sorte que ça vaille le coup. Et derrière ça, on sent bien qu'il met absolument tout, à commencer par les morts laissés derrière lui, comme Nemik, Cinta ou Brasso, tous les sacrifices qu'il a pu faire, et notamment le fait de ne pas avoir pu profiter de sa mère dans ses derniers instants, sans parler de la mémoire du peuple de Gorman, qu'il a pu voir de ses yeux atrocement massacrés. Bref, il y avait absolument tout dans cette simple phrase qui, on le sent, impacte Mon Mothma et va lui donner la force de continuer dans un moment très difficile pour elle, car elle rentre dans la clandestinité en devenant la personne la plus recherchée par l'Empire. Tout ça est bien entendu un bouleversement pour elle, qui a connu le Sénat depuis son enfance, sa vie bascule donc à la suite de son discours, et c'est Cassian qui va renforcer sa détermination dans un moment critique, ce qui le place encore une fois dans une position où on ne l'attendait pas forcément. On ne peut pas ne pas évoquer également la prophétie en quelque sorte qui indique la guérisseuse de la force sur Yavin, à Bix, définissant Cassian comme un messager, ce qui fait bien entendu écho au message que délivrera Rogue One, à savoir les plans de l'Étoile de la Mort. Mais pas seulement, car comme lui demande Wilmon au sortir du massacre de Gorman, Cassian pourra témoigner de l'atrocité de l'Empire sur cette planète pour ce qui est peut-être l'un de ses pires crimes. Et c'est également lui qui, comme on peut le penser au début de Rogue One, alertera ou confirmera à l'Alliance rebelle l'existence de l'Étoile de la Mort et sa capacité à détruire une planète tout entière.
Ce qui fait quand même beaucoup de messages de la plus haute importance que Cassian porte tout au long de sa vie, jusqu'au sacrifice ultime pour transmettre l'espoir de pouvoir détruire l'arme de destruction ultime de l'Empire. J'ai aimé ce lien créé par la Force avec cette guérisseuse, ce qui veut pas forcément dire selon moi que Cassian en est pourvu au point de pouvoir l'utiliser, et je trouve cela encore plus beau, et c'est ce que j'avais d'ailleurs adoré avec Rogue One. Parce que se battre face à un ennemi tellement supérieur quand on a la possibilité d'utiliser la force, ça en devient même un devoir, mais lutter avec la même détermination quand on n'a pas ses capacités, ça rend la chose encore plus belle. C'est ce qui m'avait énormément touché avec le personnage de Chirrut, qui a une foi à toute épreuve en la force, sans que lui ne puisse l'utiliser, ce qui pourrait même être ressenti comme une injustice en vérité, mais qui au contraire le poussera d'autant plus à se dépasser, sachant qu'elle est là, autour de lui. Et donc c'est pareil avec Cassian. Il est dans un univers où son ennemi paraît imbattable et où la force existe, mais sans pouvoir l'utiliser, ce qui n'entamera jamais sa détermination à se battre, et je trouve ça absolument magnifique. Parlons maintenant de Mon Mothma, car si on parle de grande histoire, là on est en plein dedans, avec ce discours qui va changer véritablement le cours des événements. C'est elle qui par ce discours allumera la flamme de la rébellion à l'échelle galactique, avec une figure qui symbolisera ce combat face à l'empereur Palpatine. Qu'elle nomme d'ailleurs directement, je m'y attendais pas, et lui qui est toujours absent, alors oui c'est sûr, c'est un regret de pas le voir, mais en fait c'est tout à fait cohérent, car ça montre son désintérêt pour ce petit théâtre d'opérette qui est désormais le Sénat impérial, et qui montre donc tout son mépris à l'égard de la soi-disant démocratie qu'il était censé admirer, sans parler de sa passion de la République, aujourd'hui totalement oubliée. On a pu encore une fois admirer le talent d'écriture de Tony Gilroy avec ce magnifique discours plein de passion et d'émotion qui va faire naître un véritable espoir dans toute la galaxie. Cette scène est également accompagnée par une musique magnifique et une tension palpable avec la menace de la coupure de la diffusion du discours dans la galaxie, ce qui aurait réduit considérablement la portée de l'acte courageux de Mon Mothma. On voit d'ailleurs que le BSI est devenu la police de l'information, contrôle le Sénat en écoutant les sénateurs et sert aux basses œuvres de l'Empire, étant en charge sur Gorman pour le massacre. J'ai beaucoup aimé voir Mon Mothma douter et se sentir perdu au point de ne plus savoir à qui faire confiance. C'est encore une fois bien écrit avec la méfiance qu'elle a pour Luten depuis l'élimination de Tech Olma. Le fait que son plus fidèle conseiller, Erskine Semaj, travaille pour Luten, ce qui la déçoit énormément au point de le renvoyer. Les doutes qu'elle va développer sur l'équipe de son ami Bail Organa qui selon Luten a été corrompue. On sent donc qu'elle se lance dans le vide avec ce discours sans véritable stratégie de sortie fiable derrière, ce qui rend également la chose encore plus belle, car tellement risqué. Et elle sait les conséquences qu'il y aurait derrière sa chute, donc c'est pas de l'inconscience, mais bien du courage, au point de ne pas se soucier de son propre destin. J'ai adoré voir le duo qu'elle forme avec Bail Organa, ces deux leaders de la rébellion qui essayent de s'organiser comme ils peuvent en se répartissant les rôles, chacun devant faire preuve de courage dans des rôles différents, avec Bail qui doit rester au Sénat pour essayer de gagner un maximum de temps pour que puisse se développer l'armée se constituant sur Yavin, et tenter de peser autant que faire se peut sur le Sénat impérial en faveur de la rébellion. C'est pour ça d'ailleurs que quand le vaisseau de la princesse Leia se fait capturer par Vador dans le début de l'épisode 4, elle essaie de se couvrir en invoquant une mission diplomatique, ce qui montre encore un lien entre sa famille et le Sénat. De son côté, Mon Mothma doit partir pour mener la rébellion à visage découvert, mais donc avec toutes les difficultés et dangers que cela comporte. Cette complicité entre les deux sénateurs m'a touché, et toutes leurs scènes ensemble permettent de faire grandir encore plus l'admiration qu'on peut développer pour ces personnages, qui eux risquent tout uniquement par conviction, leur place étant très confortable au sein du Sénat impérial de Coruscant. J'ai bien entendu adoré suivre toutes ces péripéties connectées directement à celles que nous avons eues dans Star Wars Rebels. Il y a quelques différences sur certains détails, mais la chronologie des événements a l'air totalement cohérente. Mon Mothma devant fuir Coruscant après son discours, partant à bord d'un vaisseau escorté par l'escadron Gold de Yavin pour y lancer un appel à toutes les cellules rebelles disséminées dans la galaxie afin de se réunir dans une grande alliance qui fera face à l'Empire. Si jamais vous n'avez pas vu Rebels, c'est peut-être l'occasion de vous lancer dans cette très bonne série d'animation avec des premiers épisodes assez enfantins mais qui deviennent très intéressants au fur et à mesure. On est en plus dans la même timeline qu'Andor, donc si ça vous intéresse, foncez. Les aventures de Mon Mothma qui font directement suite à cet arc se retrouvent dans l'épisode 18 de la saison 3 qui s'appelle Rencontre imprévue, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. En tant que fan de la série animée, je pouvais pas passer à côté, et ça inclut d'autant plus Andor dans l'univers, alors qu'on reprochait parfois à la série de vouloir s'en écarter un petit peu, donc c'était vraiment appréciable cette connexion. Revenons maintenant sur une autre composante très marquante de cet arc que forment les épisodes 7, 8 et 9. C'est évidemment toute l'émotion
qui accompagne tous ces événements. Je commencerai bien entendu par le peuple de Gorman qui va subir un véritable massacre de la part de l'Empire, dans une scène qui je pense nous marquera tous, avec plus de 10 minutes de bataille entre les Stormtroopers et les résistants du front Gorman, précédée d'une mise en tension encore une fois remarquable où on se demande qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres. Et on voit l'Empire qui grossièrement va essayer de faire porter la responsabilité du début de ces combats aux manifestants, injustice suprême de la tragédie que vit ce peuple, car les massacres n'étant peut-être pas localisés que sur la capitale Palmo. Quoi qu'il en soit, on comprend que cette planète est condamnée, car aucune alternative à la calquite n'a soi-disant été trouvée, ce qui la rendra totalement inhabitable une fois les travaux d'extraction commencés. On est donc bouleversé en voyant le destin de ce peuple qu'on a appris à connaître et à aimer grâce à tout le travail du lore qui a été développé depuis le début de cette saison 2. Certains ont pu se demander pourquoi nous passions autant de temps sur Gorman à voir cette société fonctionner et écouter ses habitants pour comprendre leur culture, les enjeux qui sont posés à sa population. Tout ça au détriment de scènes d'action, ou tout du moins plus rythmées. Et la raison, nous l'avons là, sur cet épisode 8, car tout ce temps passé avec eux nous fait prendre conscience de toute l'ignominie de vouloir faire disparaître tous ces gens, cette histoire, cette culture, cette langue. Et ça nous touche énormément, particulièrement nous Français en plus, je pense, parce qu'on a bien senti que l'influence principale pour la création du peuple Gor était le peuple français du temps de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait donc appel à des souvenirs ou des imaginaires qui nous sont très proches et qui nous ramènent à notre propre histoire et ce qu'ont pu vivre ou ce qu'auraient pu vivre nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Et moi qui aime beaucoup l'histoire et qui est fou de Star Wars, cette situation m'a vraiment serré le cœur et je pense ne pas avoir été le seul dans ce cas-là. Vous avez pu le constater pour ceux qui ont vu ma vidéo réaction. On voit ce peuple fier s'opposant à l'Empire en chantant, ce qui est peut-être l'hymne un petit peu de Gorman, que je trouve très beau, et qui, encore une fois, témoigne de tout le travail sur le lore effectué par Tony Gilroy. Cette jeunesse résistante va être véritablement décimée avec les décès des personnages qu'on a pu remarquer au fur et à mesure, comme Dylan mourant dans les bras de Lésine, Tela, le réceptionniste de l'hôtel, se sacrifiant courageusement en faisant sauter une grenade, ou encore Enza Rylance, la fille de l'ancien leader du front Gorman, qui va être brutalement tuée par un droïde KX. Ce qui amène au désespoir déchirant de son père Caro Rylance, qui lui se battait pour que la résistance soit pacifique et avait compris ce qui allait se passer sur la plaza de Palmo, mais ayant échoué à convaincre tout le monde, à commencer par sa fille, sur ces 2 points. On voit donc toute sa détresse dans cette scène où de toute façon il n'y a plus rien à sauver pour lui et son refus de la violence aura été illustré jusqu'au bout avec ce geste où il écarte le blaster qui est juste à côté de lui. Encore une fois, mention spéciale à Richard Sammel, que j'ai trouvé très intéressant dans ce rôle et qui m'a littéralement mis des frissons sur cette dernière scène. J'ai beaucoup aimé aussi l'échange entre le sénateur de Gorman et Mon Mothma, où il lui fait part de ses regrets de ne pas l'avoir suivi 1 an plus tôt pour s'opposer aux lois sécuritaires de l'empereur qui amèneront à cette situation. Il pointe le fait que l'Empire ne cherche même plus à mentir correctement, ce qui traduit une humiliation ultime pour son peuple. Il rend hommage également au dévouement de Mon Mothma et à son courage, ce qui doit quand même lui faire du bien à entendre, car elle a peu eu l'occasion d'avoir de tels soutiens, même oraux. J'ai trouvé ce dialogue très intéressant et émouvant, traduisant la fatalité des événements en cours, aussi bien sur Gorman que pour le reste de la galaxie. Évoquons Cyril maintenant, un des personnages principaux de la série, qui nous quitte donc sur cet épisode 8. On arrive au bout de son cheminement, avec toute la désillusion qu'il a pu connaître depuis son arrivée sur Gorman, car je pense sincèrement qu'il croyait être du bon côté de l'histoire, défendant l'ordre et la sécurité de ses concitoyens. On voit son évolution au fil des épisodes 7 et 8, réalisant tous les mensonges qu'ont pu dire l'Empire et donc Dedra à propos de la situation sur une planète qu'il connaît maintenant très bien. Ça lui fait prendre conscience de toute la perfidie de son camp et le manque de considération à son égard, et ça le perturbe au plus haut point, car Cyril n'aura été qu'une sorte d'idéaliste de l'ordre qui observe l'Empire orchestrer lui-même un désordre qui se transforme en véritable génocide. Il se rend compte donc maintenant de toute la vacuité de son existence, voire même de son aspect néfaste en ayant servi une organisation à qui il aura tout donné et qui l'aura au final trompé et méprisé. C'est ce qui va faire ressortir toute la violence enfouie dans sa personnalité introvertie, incapable de se remettre en question, et témoigne de toute la frustration accumulée au cours de son existence. La première à en faire les frais étant Dedra, qui l'aura manipulé, et ensuite Cassian, qui l'aura obsédé toute sa carrière. On expose donc là toutes les névroses de ce personnage complexe, qui souffrait avant tout d'un manque de reconnaissance, et restera donc un anonyme, s'étant dévoué à une administration tyrannique. Tout cela se terminant avec une question qui le désarçonne et qui est le titre de cet épisode 8. Mais t'es qui toi ?
posé par la personne qui aura obsédé ses jours et ses nuits pendant des années et le fait réaliser à quel point lui n'aura été l'attention de personne, si ce n'est de sa mère qu'il cherchait à fuir. Triste destin donc, car avec un peu de recul, on peut se dire que Cyril n'aura pas été motivé par la cruauté ou une idéologie barbare, mais uniquement au désir d'appartenance au système en place, et ça nous fait prendre conscience qu'il est plus facile de se retrouver dans la peau de ce genre de personnage que dans celle d'un héros tel que Cassian. Côté Dédra, je ne vais pas trop développer, car il y a à mon avis pas mal d'incertitudes sur son évolution et ses motivations réelles. Je suis persuadé qu'on pourra en parler plus précisément la semaine prochaine. On voit comment elle réagit au massacre et peut-être à la perte de Cyril en pleurant, se sentant étouffée et même en ayant des tremblements. Donc on sait pourquoi elle est dévouée à ce point à l'Empire, étant une enfant élevée par ce système et donc ayant été endoctrinée dès le plus jeune âge. À voir jusqu'où sa foi en l'Empire va la mener, maintenant qu'elle sait toute la cruauté que son camp est capable d'avoir. Donc y a-t-il une rédemption possible de Dédra après le massacre de Gorman, car elle aussi a été utilisée? J'en suis pas sûr. Et le dernier point très émouvant, c'est bien sûr l'amour impossible entre Bix et Cassian, car elle comprend que leur relation est un obstacle à la dévotion totale de Cassian à la cause. Bix a totalement embrassé les idéaux de la rébellion et est prête à tout sacrifier pour voir l'Alliance gagner. Elle sait au fond d'elle que le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'abandonner son âme sœur afin d'obliger Cassian à participer à la lutte, lui qui voulait tout quitter pour elle. Elle est confortée par la guérisseuse de la Force qui lui indique que Cassian a un véritable destin, celui d'un messager très important, et elle va donc disparaître pour qu'il ne puisse se dédier qu'à l'Alliance, accomplir sa destinée et la volonté de la Force. C'est très émouvant car on sent tout le poids du sacrifice de Bix qui n'aimerait qu'une chose, c'est vivre une vie tranquille, remplie d'amour pour Cassian, mais qui fait un choix pour une cause qui les dépasse et qui dépasse leur amour, et c'est très beau car ça témoigne de toute sa force de conviction. On aurait pu penser que ce qui les séparerait serait tout simplement la mort de Bix, mais au final ils ont réussi à trouver une façon de les éloigner l'un de l'autre, encore plus belle et plus forte que la fatalité du destin, en les faisant faire un choix. On souffre également avec Cassian quand on le voit courir pour essayer de la rattraper et qu'on lui annonce que tous les transports sont partis. Bon on a le cœur qui se brise en même temps que le sien, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on va en rester là concernant Bix ou on aura de ses nouvelles l'année prochaine? Réponse mercredi les amis. Passons maintenant au point négatif. Alors comme la semaine dernière, on va pas y passer 3 heures car de mon côté j'ai trouvé cet arc fabuleux, mais voici ce que j'ai pu noter. Commençons par ce dernier point et la séparation Bix-Cassian, car même si je trouve ça très beau et je comprends ce qu'ils ont voulu faire si jamais on en reste là avant Rogue One, c'est-à-dire échapper au destin qu'on avait tous imaginé pour Bix, je suis pas sûr de trouver ça super crédible. Je sais pas pour vous, mais la première chose que je me dis, c'est que Cassian va continuer à la chercher et le voir juste abandonné comme ça alors qu'il était résolu à quitter la rébellion pour vivre avec elle, ça me paraîtrait un peu gros. Donc je pense qu'ils ont voulu nous surprendre, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour la cohérence de l'histoire, car quand on voit Cassian dans Rogue One, on a véritablement l'impression qu'il a plus rien à perdre, ayant tout sacrifié pour la cause, et donc pouvant également se sacrifier lui-même. On pourrait dire qu'il a sacrifié son amour pour Bix également, mais c'est elle qui prend la décision, c'est pas lui, ou même une décision conjointe. Et du coup, avec ce qui nous est amené dans la série, voir Cassian être prêt à sacrifier sa vie alors qu'il y a un espoir de vivre avec Bix un jour quelque part dans la galaxie, ça me dérange un peu. J'accepterais quand même, mais selon moi, ce serait bien de revenir là-dessus quand même la semaine prochaine. Une petite chose qui m'a également chagriné, c'est qu'il y ait quelques petites erreurs entre ce qui nous est montré ici et ce qu'on a pu voir dans Rebels. Notamment avec la coupe de cheveux et la tenue de Mon Mothma, qui n'est pas tout à fait la même, blanche dans Rebels et bleue dans Andor. L'extrait de son discours dans Rebels ne correspond pas tout à fait à ce qui est dit dans Andor, mais bon, c'était histoire de le noter, j'aurais adoré une correspondance parfaite pour la cohérence de l'univers, mais ça passe. Et un dernier point, mais quel dommage de ne pas avoir eu Jimmy Smits pour ces événements très importants dans la grande histoire de Star Wars. Je ferai pas du tout de reproche au nouvel acteur Benjamin Bratt, car je le trouve assez bon, mais la dimension émotionnelle de ces scènes aurait été tellement décuplée si nous avions eu le visage doux et chaleureux que nous connaissons depuis tant d'années, aux côtés de Leia, d'Obi-Wan, de Yoda, d'Anakin ou encore de Padmé. Ce sont sûrement les plus belles scènes qu'on ait pu voir avec le personnage, et son acteur historique ne l'incarne pas, donc plus qu'un point négatif, c'est en fait un vrai regret. Pour vous résumer mon avis, j'ai été enchanté par ce que j'ai vu, on était dans le grand Star Wars les amis, celui de George Lucas, j'ai eu le sentiment de faire irruption dans la prélogie pour un épisode 3,5. Pour ceux qui commencent à me suivre depuis un petit moment, vous savez à quel point la prélogie est chère à mon cœur, et là j'étais en plein dedans avec des enjeux galactiques, de la politique, du lore et du tragique.
donc j'ai pris un plaisir incroyable. C'est fou de se dire qu'une série devant traiter d'un personnage un peu secondaire, d'un spin-off, devienne si important dans l'histoire principale. Mais tout ça a été rendu possible par la qualité d'un scénariste showrunner, en l'occurrence Tony Gilroy. Et imaginez une seule seconde qu'on ait un si grand talent en charge d'un projet traitant d'un personnage central de la saga, comme Obi-Wan ou Vador par exemple. Je dis ça, je dis rien. J'ai vécu de très belles émotions qui, pour une fois depuis très longtemps dans Star Wars, n'ont pas fait appel à ma nostalgie, mais ont juste été créées par des situations nouvelles, extrêmement bien réalisées. Je pense que la dernière en date du même type, c'est Rogue One, donc je trouve que cette équipe a vraiment du talent. Comme à chaque arc, j'ai adoré d'avoir des petites connexions au reste de l'univers, et là, on vient recoller à Rogue One avec la naissance de K2SO, et tout de suite on retrouve l'humour qui le caractérise. J'ai vraiment hâte de les voir tous les deux après un an de relation. On notera qu'une des plus célèbres phrases du film vient de Gorman, avec le fameux « l'espoir est la base de toute rébellion », dite par Tela, le réceptionniste de l'hôtel, qui sera réutilisée ensuite par Cassian et Jyn Erso. En parlant de Jyn, on voit son blaster furtivement porté par Vel sur Yavin, qui n'attend que sa future propriétaire. Dans cette scène, on retrouve également Melshi, qui était compagnon de cellule de Cassian sur Narkina 5 et s'était échappé avec lui. On le retrouvera dans Rogue One pour l'assaut final sur Scarif. Le laboratoire d'Idoo est mentionné par Partagaz, qui à cette époque-là est dirigé par Galen Erso, sous la supervision de Krennic. On retrouve le fusil blaster démontable de Cassian, utilisé sur Gorman, au moment où il doit éliminer le père de Jyn sur Idoo, ce qui bien entendu n'arrivera pas. Et enfin, j'ai beaucoup aimé voir cette guérisseuse de la Force qui amène dans Andor cet aspect pour le moment totalement absent du récit. J'ai apprécié qu'on puisse voir une personne utiliser la Force sans pour autant être un Jedi ou un Sith, ce qui nous amène une connexion à la post-logie avec les pouvoirs de Rey et également de Grogu dans Mandalorian. Comme je vous le disais, j'ai encore un doute sur la façon d'apprécier le départ de Bix. J'aimerais bien qu'on n'en reste pas là à ce sujet, car oui, c'est beau et surprenant, mais peut-être au détriment d'une certaine cohérence. Passons aux notes maintenant sur l'échelle du Jar Jar. Je pense que vous vous en doutez, on va tutoyer les sommets. Je donnerai un 9 sur 10 à l'histoire et l'écriture, car on a absolument tout, avec de l'action, de l'émotion, des événements cruciaux dans l'univers, des dialogues d'une grande qualité encore une fois, et on a récompensé tout le développement du lore de Gorman, certes à des fins tragiques, mais magnifiques. Je laisse un petit point en route concernant Bix et les petites incohérences avec Rebels, mais c'est vraiment pour pinailler. Pour la direction artistique, je vais rester dans la lignée de ma note depuis le début, 5 sur 5. C'est tout simplement parfait, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas radoter sur les décors et les costumes, c'est magnifique. Je pourrais juste rajouter que j'ai adoré qu'on voit un peu plus l'architecture de Palmo, qui encore une fois est clairement d'inspiration française et donc haussmannienne. On a l'impression de voir les toits de Paris avec quelques dômes évoquant également Rome, et qui témoigne de toute la recherche apportée au lore de Gorman. Je trouve que la musique est de plus en plus présente, et j'ai découvert avec bonheur que Nicolas Britell a composé des morceaux pour le deuxième acte. J'ai hâte de voir s'il a participé aux deux derniers. Et concernant les effets spéciaux, je mettrai également la note parfaite, 5 sur 5, car tout est propre et ne passe pas forcément par de la CGI. Notamment la scène de bataille, les droïdes KX qui sont vraiment effrayants de puissance, ou encore les plans magnifiques de la fuite de Mon Mothma et l'intégration d'un Coruscant de la Cité des Arts et des Sciences de Valence. Ça fait toujours la différence de tourner en décor naturel, et là l'intégration de ces bâtiments qu'on retrouve à côté du Sénat, c'est juste sublime. Ce qui nous donne donc un excellentissime 19 sur 20, ce qui met une énorme pression quand même aux 3 épisodes de la semaine prochaine. Il y a une énorme pression sur ce final de manière générale. Bon là, il faudra atteindre le perfect pour dépasser ces 3 épisodes 7, 8, 9. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour le grand final d'un arc qui nous rapprochera beaucoup de Rogue One et donc qui traitera sûrement de l'étoile de la mort, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, qu'on puisse en débattre tous ensemble, c'est à ça que sert la chaîne. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné, lancez-vous les amis, ça ne vous coûte rien et si vous appréciez ce que je fais, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup à la diffuser. Merci d'avance. On se retrouve donc mercredi prochain pour ma vidéo réaction au grand final. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous. Dorinex, ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.